I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Donc, ce soir, nous allons ouvrir la partie. On part du principe que le 19 janvier, il était déjà plus de 20 heures lorsqu'on s'est arrêté la dernière fois. Vous aviez pour objectif d'aller à Arkham le lendemain avec des rendez-vous à Harvard assez tôt, si je ne m'abuse. Or, vous savez qu'il y a déjà au moins 3 heures de train pour aller à Boston. Donc vous êtes censé prendre un train quand même assez tôt, aux alentours de 7 heures maximum. Ce qui fait que vous avez décidé de vous donner une petite nuit de repos, hein, ce qui n'est pas arrivé depuis un certain temps. Et que nous sommes aujourd'hui le 20 janvier, d'accord? Avant votre départ. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que Perry, tu es blessé depuis déjà 5 jours. Mm. Ça fait 5 jours que tu es passé à l'hôpital. Donc ta plaie commence un peu à se refermer. En tout cas, ça va un peu mieux, quoi. Et tu vas pouvoir, ma chère Betty, faire un jet de L'ausculter? médecine. Oui, Ouais. absolument. Vérifier que. Oui, Tu vas pouvoir vérifier si ça avance bien. et confiance, Perry. Je suis maintenant un médecin renommé. Pour voir ce que ça donne. D'accord. Donc en fait, tu vois et tu peux confirmer à Perry que la blessure est en train de se cicatriser. D'accord. Mais il va falloir qu'il reste encore tranquille pendant au moins 1 ou 2 jours. Voilà. Vous êtes donc parti le matin assez tôt pour rejoindre la gare de Central Station de New York pour aller à Boston. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous emmenez avec vous en termes d'équipement? Alors moi, tout mon matériel de médecine, bien sûr, qui ne me quitte jamais. D'accord, J'emmène aussi mon pistolet, qui ne me quitte jamais. d'accord, Mon permis de port d'armes. Un manteau chaud, car il fait froid. d'accord. Très bien. Voilà. Moi, je viens de Oui. m'apercevoir que j'ai toujours ma tente sur moi. Non mais ça je pars du principe qu'elle est restée quelque part dans un de tes points de chute entre le Pérou et New York. Oui, oui. Non, mais non, bah moi je pense que je vais faire mes habits habituels, hein, mes bottes de marche, mes lunettes binoculaires. Non, et après, bah voilà, hein, mon pistolet, et non pas mon fusil. Je pense que je vais prendre le panga aussi. De toute façon, je l'ai depuis le début, hein, donc évidemment Panda le masque. Le gros, la grosse machette là qui La m'a- machette, ouais. D'accord, Ah ouais. d'accord. que tu allais. Moi, j'ai toujours sur moi maintenant de quoi prévoir l'imprévisible, quoi. J'ai un petit sac à dos où j'ai ma corde, tu sais. J'ai mon pistolet sur moi avec mes munitions. Là, pour le coup, je me suis habillé chaudement, mais avec des vêtements souples. J'aimerais avoir eu le temps de plus être habillé avec mon costume en tweed, etc., mais mettre une tenue plutôt noire et souple dans l'ambiance savate, tu vois. Mais après, on va quand même, on va pas en expédition, on va dans une université, je veux dire. Oui, 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 oui. mais- Habillé en prof. Oui, mais bon, Ouais, mais- on sait jamais là maintenant. Tu sais, Mm. on a tellement de monde bizarre derrière nous là que et à notre poursuite qu'il faut parer à toute éventualité. Tu vois, on peut se retrouver à courir et fuir à tout moment. Il faut que D'accord. je retrouve mon accent aussi. Là, ça va pas. Je n'avais pas mon C'est manque Erasmus. Ah, excusez-moi, mes amis. Oui, donc Et toi, ma chère Oui, Jennifer? J'ai compris. Alors moi je prends des vêtements chauds, ça va de soi, de quoi me repoudrer le nez quand même. Ensuite je prends une somme conséquente. Qu'est-ce que je peux avoir comme argent sur moi? Au moins
$500. Je vais prendre aussi le dernier livre d'Elias pour m'occuper dans le train, pardon, parce que suite à ma vision, il était conseillé que je le relise. Ça m'a interpellée. D'ailleurs, j'aurai des choses à dire aux autres par la suite, peut-être dans le train. Et donc de l'argent, et mon arme. Et ton arme. Ton petit Derringer. Exactement. Très bien. Tu ne prends plus d'appareil photo? Ah, si, très bonne idée, Betty. Je Oui. n'oublie pas mon appareil photo. Je vais prendre mon appareil photo, ça peut toujours servir. C'est-à-dire que si on est confronté à des documents qu'on ne peut pas nous prêter, peut-être pourrait-on les photographier? Mais fantastique, heureusement que tu m'y as fait penser. Je prends mon appareil photo. Alors, il est donc à peine 7 heures du matin quand vous prenez la route de Central Station. Higgins a été chargé d'un certain nombre de choses à faire ce matin, dont il va s'acquitter, et il quittera d'ailleurs la maison avec, en même temps que vous. Et Vincenzo, lui, a visiblement décidé de faire une grasse matinée puisque vous l'avez laissé endormi à 6 heures du matin. Et qu'il vous avait fait part de toute manière de son intention de ne pas aller à Arkham parce qu'il avait des choses à régler à New York. Donc vous l'avez laissé à l'appartement et vous êtes partis tous les quatre. Vous êtes arrivés à Central Station. Alors Central Station, comme vous le savez, est la gare principale de New York où la plupart des trains ont leur départ. Vous avez vérifié les horaires. Il y a effectivement un train qui part à 7h10 de New York et qui arrive à Boston à 10h20. On a rendez-vous à quelle heure 11h, le premier rendez-vous. 11 Ouais. heures. Vous savez que Harvard, c'est juste à côté de Boston, donc vous pourrez sans problème vous y rendre dans les temps en prenant une voiture. Et par contre, après, vous savez aussi que pour vous rendre à Arkham, il y a à peu près 1 heure de route. Il va falloir trouver une voiture, en louer une ou prendre un taxi qui vous amène là-bas. Vous savez pas encore. À vous de voir. De route un peu de campagne, quoi, pour rejoindre Arkham depuis Boston. Donc vous êtes actuellement dans la gare. Le train que vous allez prendre, c'est un steamer, c'est les trains à vapeur assez populaires, mais néanmoins avec il y a la classe, on va dire économique, et il y a la première classe où ce sont des la classe économique, ce sont des rangées de sièges face à face. Puis la première classe, ce sont des petits compartiments où vous pouvez être un peu plus isolé. Évidemment que nous allons prendre la première classe, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, au milieu de toute cette populace, nous ne savons pas si un meurtrier peut se dissimuler. Nous serons plus en sécurité dans la partie un peu plus distinguée. D'accord? Oui, tout à fait d'accord. Ticket de première classe. Très Venez. noyé, mais par contre, il faut se dire qu'en 1920, l'intérieur d'un train, c'est un mélange un peu de sophistication et de fonctionnalité. Les sièges sont en bois, rembourrés de velours. Le confort est assez grand en termes d'assises. Il y a des vitres en verre dépoli. Tu as des plafonds ornés de lambris de bois avec des moulures. Les lampes à gaz à l'intérieur pour éclairer lorsque la nuit tombe et que les gens voyagent, qui font une lumière un peu tamisée comme ça. Il y a des stores en fait sur les vitres qu'on peut baisser. Chaque wagon est séparé par une porte coulissante. Et vous êtes dans un compartiment, donc vous pouvez en sortir. Vous savez aussi qu'il y a l'équivalent d'un bar. Alors c'est pas l'Orient Express, attention, hein, mais c'est une zone où vous pouvez commander quelque chose de non alcoolisé. Il y a même possibilité entre les wagons d'aller sur une espèce de petits coins isolés à l'extérieur du train, éventuellement pour fumer. Alors bien sûr tout le monde fume à l'intérieur, mais il y a des gens qui aiment bien fumer à l'extérieur, même à cette époque. Et donc le train commence à partir de la gare de New York. Vous voyez que vous êtes passé d'abord le long du fleuve Hudson River.
Et puis petit à petit, la Manhattan, les grands ensembles et la grande ville industrielle de Manhattan commencent à disparaître. Que souhaitez-vous faire? On est plutôt tranquille là pour Oui, discuter. vous êtes tranquille, vous avez, vous avez en fait comme une espèce de petit dégagement qui est privatisé avec 2 banquettes, vous êtes que 4, donc vous êtes seul en fait. D'accord. On va déjà baisser les stores pour avoir un peu d'intimité. On sait jamais de gare en gare que les gens ne nous remarquent pas à l'intérieur du wagon. Moi, je sais pas, toute cette histoire, ça me rend un peu parano, hein. Tu Et as raison, Jennifer. ma chère Betty, écoutez, je me dis au niveau de notre petit débriefing, de notre petit point, peut-être que vous pourriez commencer à nous dire ce que vous avez trouvé dans le rapport du docteur. Absolument. En fait, Roger Carlyle est venu voir le docteur Houston par recommandation de sa sœur. En fait, c'est sa sœur qui est suivie par le docteur Houston, psychiatre, qui lui a dit: vous devriez voir mon frère. Mon frère a des cauchemars, etc. Donc, il a accepté de venir consulter. Et voilà, dès la première consultation, il a quand même expliqué que sa mère, leur mère, souffrait de crise de nerfs, qu'elle a été diagnostiquée incompétente et qu'elle a été internée, traitée au Butler River Sanatorium. Oh. C'est peut-être quelque chose à... Voilà. Et 8 mois après son internement, le père est mort dans un accident de voiture parce qu'il avait trop bu. Donc, ça a projeté Roger, qui avait 22 ans, à la tête de l'Empire. Et d'après d'ailleurs la sœur, d'après Erika, il était trop jeune, il était trop fragile et il n'était pas capable. Voilà, donc il est devenu cet héritier, alors qu'en fait depuis l'enfance, il dit souffrir de cauchemars depuis l'enfance. Depuis vraiment l'enfance. Il dit qu'il entend des voix distinctes qui l'appellent. Ça, on l'avait vu déjà quelque part. Qu'il lutte pour trouver la source. Il trouve un Égyptien. Des voix qui l'appellent par son second prénom, Vane. Est-ce que ça a un sens avec Vanity? Et que quand il suit l'homme, il traverse une toile de poussière et cet homme, c'est un géant, il est noir, il a un symbole sur son front qui est une croix en C inversée. Un géant. Ah, ça me dit quelque chose. Et dans la paume gauche, quand il approche ses mains vers lui, et dans sa paume gauche, il y a le visage de Roger. Et dans la paume droite, il y a une étrange pyramide déformée. Et quand le géant ramène ses mains l'une sur l'autre, Roger se met à s'envoler et il survole un amas de monstruosités qui sont des humains mais avec des membres d'animaux et avec des crocs, des sabots, certains qui n'ont même plus de forme, et qu'il rentre dans une énergie jaune, comme une grande sphère d'énergie jaune. Et là, cette forme qui les aspire, Roger dit que c'est un autre aspect de ce géant qu'il appelle et qui se fait absorber par cette sphère. Et une fois qu'il est à l'intérieur de cette sphère, il voit à travers des milliers d'yeux, des yeux qui ne sont pas les siens. Et un immense triangle apparaît avec la même déformation que celle de la paume et on lui dit « Et deviens avec moi un dieu ». Et des millions de formes qui bougent dans le triangle. Et voilà. Et Roger, quand il parle de ce rêve, qui est un rêve récurrent, il dit que c'est peut-être pas un cauchemar, que c'est peut-être un appel, et qu'il serait appelé parce qu'il aurait été choisi. Et le psy parle de délire narcissique, peut-être d'un trauma lié à la mère au départ, mais après, dans un deuxième entretien, il parle peut-être d'un problème, il voit plutôt quelque chose d'une obsession phallique dans son cauchemar parce que la marque sur le front de l'Égyptien, elle est phallique. Il y a un autre rêve avec l'Égyptien qui disparaît en laissant un vide rempli d'étoiles et dont la forme a quelque chose de si grand et qui grandit terriblement jusqu'à la taille d'une montagne et que ça devient une espèce de vagin métaphorique qui s'ouvre et dont émerge une appendice rouge sang comme une langue ou une tentacule. Et Roger, quand il en parle, dit que cette expérience est plutôt délicieuse que menaçante.
Donc le psy en conclut qu'il souffre peut-être de ne pas être à la hauteur de son père ou de l'avoir déçu. Il parle de cette tonalité sexuelle, de phallus déchaîné, dont Roger n'a sans doute pas clairement conscience. Et petit à petit, dans les notes que je vais vous résumer, le psy, le docteur Houston, devient ami en dehors du cabinet avec Roger. C'est-à-dire il commence à être invité, à l'accompagner au Cotton Club. Ils sont de plus en plus proches et le docteur Houston se fait beaucoup de clients grâce à sa promiscuité avec Roger. Donc il accepte de faire quelque chose qui est peut-être pas complètement professionnel, c'est-à-dire de mélanger son travail avec la vie sociale. Intéressant. Il raconte un rêve, alors celui-ci vraiment je veux vous le raconter. C'est un rêve où il voit son père et sa mère, un peu comme une photo, qui sont dans leur jardin, sous leur véranda, et il y a sa mère qui est sur un fauteuil à bascule et puis son père qui est à côté, comme ça il pose. Sauf que sa mère est en train de manger au départ des gâteaux et que petit à petit, et qu'elle n'arrête pas de manger, et elle ne peut plus s'arrêter. Et en fait, petit à petit, il se rend compte que ces gâteaux, ces bonbons, ce ne sont pas des gâteaux, ce sont des petits êtres. Ce sont comme des petits êtres humains et elle les mange de manière de plus en plus avec de plus en plus de férocité. Elle les mange tous, elle les attrape et en fait elle grossit à mesure qu'elle les mange. Elle grossit tellement que ses vêtements s'arrachent, elle devient obèse, elle devient énorme et tous les petits humains essayent de s'échapper mais elle les attrape comme ça avec une rage, etc. Et puis tout à coup elle se retourne vers son mari et elle va pour le dévorer. Et au moment où elle va pour le dévorer, il disparaît de son costume, qui s'échoue sur le sol, et son visage tombe. Et ce n'est plus un visage, c'est un masque. Intriguant, hein. Voilà. Et donc du coup, et après toujours ces mêmes rêves avec cet Égyptien. Et puis petit à petit, il commence à parler de cet Égyptien de manière de plus en plus familière, comme s'il se connaissait, comme si ce n'était plus un rêve, comme si cette personne ou cette chose était réelle. Il parle aussi d'un temps qui viendra, où il y aura un grand bouleversement politique et social, un danger physique hideux, une expérience pire que dans le plus terrible des cauchemars. Et là, il continue de dire que le rêve n'est pas un rêve, mais un appel. Et parfois, il a des phrases comme ça, très lyriques. Et il dit, et au milieu des abysses, des courants froids propulseront les hommes dans le noir et les endroits désolés. Le monde passera des dieux connus à des forces inconnues. Ces forces ont un nom, Néar Laotad. Voilà. Et alors, le psy pense toujours que c'est une figure liée à la figure paternelle. Voilà. Et petit à petit, le nom se précise. Il parle plutôt de Néhéarlaotep. Voilà, comme s'il était. Et il dit qu'il a le sang d'un pharaon, que les paysans se sont agenouillés devant lui. Il est revenu de l'obscurité 27 siècles plus tard, car il a entendu des messages de quelque part, hors de notre planète. Et puis, voilà. Et puis, Roger a accepté, après, de partir pour les Bermudes. Roger est parti pour les Bermudes et là j'ai pas été jusqu'au bout des notes parce que je vous avoue que c'est très très dense et que je vous en fais un résumé très succinct aujourd'hui. Mais c'est fascinant. C'est étonnant car il y a ce mélange en fait de psychologie de ce personnage Carlyle et du rapport qu'il a pu entretenir dès l'enfance avec cette mère peut-être omnipotente, omniprésente, hein, qui prenait de la place, peut-être plus encore que son père. Enfin, je ne veux pas faire de psychologie, mais il y a aussi ce deuxième aspect qui est cet aspect surnaturel. Nous avons un nom en plus là, c'est très étonnant. Néhéarlaotep. Alors tu disais Betty, en fait c'est le nom qui lui est venu de la forme qu'il voyait, de ce qu'il voit. De cet Égyptien qui est un géant, qui est une boule d'énergie jaune, qui est des millions d'yeux, qui est tout ça à la fois en fait. Finalement, personnaliser cette espèce d'entité finalement à laquelle nous avons affaire peut-être depuis le début, quoi. Erasmus, est-ce que tu peux me faire un jet d'archéologie ou d'histoire? Oui. Cette entité, ce serait pas également ce fameux roi noir
le dieu du vent noir, qui revient dans plusieurs documents qu'on a trouvés. Ah, C'est bien ce possible. serait lui. Tu as raison, Perry. Mais il peut aussi y avoir une sorte de hiérarchie parmi ces entités, appelons-les comme ça. Est-ce que le roi noir est-il bien ce Nerla à la Hautade ou est-il encore une autre entité subalterne? Ce qui est fou, c'est que malgré les antécédents psychiatriques de la mère de Roger, le docteur Houston a considéré que ces élucubrations étaient suffisamment concrètes pour justifier une expédition. Alors, donc nous parlons bien de phénomènes surnaturels et non plus de délire. C'est-à-dire que je ne suis pas allée au bout des notes, comme je vous l'expliquais, parce qu'il aurait fallu la nuit entière et que j'avais besoin de sommeil, comme vous tous. Mais il semblerait qu'une amitié soit née, ce qui n'est pas très conforme aux conventions qui peuvent y avoir entre un psychiatre et son patient. Qu'une amitié soit née entre eux. Donc voilà, alors que s'est-il passé encore après, je ne sais pas, je vous le dirai la prochaine fois. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, enfin voilà, le psychiatre fait différentes théories qui vont du narcissisme au désir d'être aimé par son père, etc., mais qu'il prend assez au sérieux ces histoires et que le patient semble de plus en plus travailler et de plus en plus en prise avec son cauchemar. Oui, d'accord. Ah, c'est intriguant, hein. Moi, j'y vois quelque chose d'un peu mystique quand même. Hein. Moi, j'y vois surtout quelque chose qui me ramène tout de suite dans les notes. Ce qui m'a frappée, c'est quand il a parlé de tous ses yeux et que vous vous rappelez quand nous étions au Pérou, quand tout à coup nous sommes retrouvés dans ce sous-sol où nous n'avons pas compris ce qui s'était passé. C'est indicible ce qui nous est arrivé et qu'à travers le mur, il y avait des yeux. Et aussi, du coup, ça me fait penser à quand, cher Erasmus, quand vous vous êtes retrouvé le masque dans les mains pour une raison qu'on ignore, à faire un cauchemar où vous voyiez des choses, vous survoliez, enfin voilà, tout ça me dit qu'il y a vraiment un lien. Et puis, sont les mêmes influences. Mais vous savez, l'Égyptien qu'il voit dans son rêve est un géant. Et nous, quand nous avons fait cette séance de spiritisme, j'avais été très intriguée par la construction avec les marches que j'avais dû escalader, qui étaient des marches anormalement monumentales par rapport à moi. Et donc, la question que je me posais, c'est qui avait bien pu construire cet édifice dans cette espèce de dimension parallèle dans laquelle j'ai été projetée. Et cet Égyptien, justement, vous me dites qu'il avait une dimension bien supérieure à celle d'un humain. Non, donc c'est... Oui. Il pourrait y avoir un lien. Hein. Mais alors, ces marches que vous étiez obligé de monter, est-ce que c'était celles d'une pyramide ? Eh bien non. En tout cas, c'était suffisamment en ruine pour que je ne puisse pas l'identifier comme une pyramide. Mais après tout, pourquoi pas ? Ce qui est surprenant, c'est que la tour que j'ai vue du haut des marches, eh bien, elle, ce n'était pas du tout une pyramide, puisqu'il y avait un clocher inversé. Un clocher, ça n'a rien à voir avec les Égyptiens. Oui, mais un clocher inversé, une croix en C inversée, quelque chose inversé, est-ce que ce serait quelque chose comme un monde inversé ? Est-ce que ce serait... Oui, c'est intriguant. Vous avez raison, Betty. Bien sûr. Est-ce que ce sont nos anciennes croyances qui seraient bouleversées par une croyance antérieure qui reviendrait de l'antre du passé pour submerger les nôtres et tout ce qui est inversé est diabolique normalement. Ça. Et il vient de 27 siècles après sa disparition, il revient sur la Terre. Mais je comprends, Elias, du coup ça aurait toutes les raisons de nous inquiéter. En effet, il parle de bouleversement planétaire, et là, pour le coup, ce serait les pyramides, mais ce serait aussi nos églises, enfin, toutes nos croyances qui seraient diabolisées. 27 siècles, Monsieur Briggs, qu'avait-il il y a 25 siècles sur Terre ? 25 siècles. Mais c'était la civilisation égyptienne, par exemple. Oui. D'ailleurs, Betty, pourrais-tu me répéter le nom de cette sorte de dieu ou de
Alors, voilà, ce alors, roi-là. il change, c'est de plus en plus précis. Et à la fin, il a changé plusieurs fois de nom. Et là, ça se précise. C'est Néhéarlo-Hotep. Et Hotep, ça, je suis absolument sûr, c'est égyptien. Hotep, il y a Imhotep, il y a toutes sortes de dieux ou de pharaons qui se sont appelés comme ça. C'est ça. Mais là, Il a le cette sang d'un consonance, pharaon. oui, mais cette consonance m'évoque. Ce nom me fait un peu frissonner. Je dirais peut-être que cela évoque quelque chose de l'ordre du l'abnégation, le sacrifice, le fait de don de soi, peut-être, je ne sais pas. Cette consonance me parle, mais je ne peux en dire plus. Hein. Le sacrifice. Oui, l'abnégation, c'est le sacrifice de soi. D'accord. Perry, pour répondre plus clairement à ta question, ce qu'il y avait il y a 25 siècles, si tu veux, si vous voulez, mes amis, je peux vous en parler. En me concentrant, en réfléchissant un peu, je peux vous dire qu'il y a 25 siècles, c'est 2500 ans, et il y avait plusieurs civilisations, évidemment, qui étaient en plein essor à travers le monde. Parmi elles, et ceux qui ont prospéré à cette époque, la civilisation grecque. La Grèce antique, qui a donné naissance à des penseurs et des artistes comme Socrate, Platon, Aristote, Périclès, Sophocle, Euripide et j'en passe, ainsi que des réalisations architecturales et culturelles absolument remarquables, hein, comme le Parthénon par exemple. Il y avait bien sûr aussi la civilisation romaine, qui a étendu son influence à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et qui a vu la montée de figures historiques telles que Jules César, Auguste, Cicéron, et j'en passe encore. Il y avait bien sûr la civilisation chinoise de la dynastie Zhou, qui a vu l'émergence de philosophes comme Confucius et Lao Tzu, ainsi que des réalisations technologiques importantes telles que la production de fonte de fer en masse et la fabrication de la soie. Et je pense bien sûr aussi à la civilisation indienne de l'époque des Védas, à l'époque védique, qui a vu la naissance des religions hindouistes, bouddhistes, jainistes, moins connues, mais des avancées en médecine, astronomie et mathématiques. Et bien sûr la civilisation égyptienne. Hein. Mais voilà tout ce que je peux dire. Ce que je voulais vous demander, c'était plutôt, ne savez-vous pas s'il y a eu un grand bouleversement à cette époque? Car si le pharaon a disparu à cette époque, c'est qu'il était là avant, enfin il était là à ce moment-là. De mémoire, ce grand bouleversement a eu lieu à l'époque d'Akhenaton, hein, au moins 1400 avant notre ère, puisque Akhenaton avait choisi de déjà prendre ce nom-là, le fils du soleil, alors qu'il était Aménophis IV. Et ce bouleversement a vu que des prêtres en fait se sont montés contre lui, mais je ne crois pas que ça nous occupe, parce que ce n'est pas à cette même époque. Hein. Mais ne vous fatiguez pas, Erasmus, nous avons un nom, nous allons faire des recherches, ou plutôt vous allez les faire, puisque c'est votre domaine. Néhéarlo-Hotep, vous nous retiendrez... Oui, enfin moi je pense à Imhotep, mais ce patronyme... Non, mais Hotep, je me rappelle, puisque Jeanne m'en avait parlé parfois, Hotep, cela veut dire celui qui vient en paix, mais je ne crois pas là que nous avons affaire à une entité qui nous veut du bien. Hein. Non, je ne crois pas non plus. Alors peut-être que c'est justement l'inverse, c'est intéressant, puisque si Hotep c'est celui qui vient en paix, Nyarlat, avec toutes ces formes inversées, comme l'église des visions de Jennifer, ou la croix en C inversée, évidemment tout cela nous ramène à quelque chose qui est de l'ordre d'une dimension totalement opposée à la nôtre en termes de... C'est ça. Moi je crois que c'est comme si Roger était appelé par une dimension inversée qui serait où le bien serait le mal, où le mal serait le bien. Et après, pourquoi lui est attiré? Il dit qu'il fait des cauchemars depuis l'enfance. Sa mère a été internée, elle faisait des crises de nerfs, ils l'ont lobotomisée. Oh! Oui, pardon, j'ai fait un résumé. Donc oui, ils l'ont lobotomisé et voilà, son père a fait cet accident. Mais est-ce que justement sa mère n'était pas déjà elle-même appelée? Est-ce que depuis tout, enfin,
Oui, vous parlez d'une lignée, n'est-ce pas, Betty? C'est ça? Ben, je me demande s'il existait une entité de cet ordre-là, c'est-à-dire une entité du mal dans un monde inversé qui aimerait qui aimerait faire un bouleversement planétaire, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Elle chercherait ses proies. Alors pourquoi Roger plutôt que Erika? Pourquoi, comment elle atteint les gens? Je ne sais pas. Alors, Mais Erika- ça fait un peu moins d'une heure que vous êtes parti de Ah, New moi, j'ai- York. Le paysage commence à se transformer lentement. Un mélange un peu de terrain agricole. Parfois, vous passez des petites villes industrielles, mais toutes petites. Et puis là, vous commencez à être dans des champs verdoyants qui s'étendent un peu à perte de vue, avec des vergers, des fermes. Parfois une usine perdue au milieu de ces vergers, avec des cheminées. Là, vous êtes dans une partie un peu industrielle, sans doute du Massachusetts, dans lequel vous commencez petit à petit à vous enfoncer. Est-ce que l'un d'entre vous a envie d'aller prendre un verre, de sortir du wagon, d'aller marcher ou quoi que ce soit? Bien, moi, je voulais juste... Pour l'instant, j'avais pas très envie de sortir, moi. Vous avez envie d'aller boire un verre, les amis? Ben non, moi je suis C'est-à-dire que- vraiment extrêmement curieuse de savoir ce que vous avez à nous dire, Jennifer. Ah ouais, moi, c'est juste que ça m'empêche de dormir la nuit, cette vision, cette séance de spiritisme. Et je me pose 1000 questions. Mais alors, mes notes, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté en vrac, un peu à la va-vite, au cœur de la nuit. Vous voyez, je me réveille en sursaut et je note ce qui me passe par la tête sur ma table de nuit. Alors, écoutez, je vais juste vous lire quelques petites notes et vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Ça vous ennuie pas? Faites, Jennifer. Moi, je prendrai peut-être un peu l'air après, parce que les vocations Oui, de l'Égypte, tout ça me rappelle à la mémoire de Jeanne, et j'ai besoin de prendre l'air après, mais je vous écoute déjà. mais voilà, justement, c'est parce que je pense à Jeanne, moi, Erasmus. Oui. Et la première question que je me pose, c'est pourquoi cette vision alors que l'on cherchait à joindre Jeanne? Justement, est-ce que cette vision a un rapport avec Jeanne? Moi, je me retrouve projetée dans cette dimension et je me dis, du coup, est-ce que cette vision a un lien avec elle? Est-ce que les limbes que j'ai visitées pourraient être celles où l'on aurait exilé son âme? C'est une vraie question parce qu'on voit bien que lorsqu'on l'a récupéré, on a surtout récupéré un corps sujet à main tourment, mais pas vraiment Jeanne. Jeanne n'était pas là, on n'a jamais pu communiquer avec elle. Ce qui m'amène à la question de l'enfant qui a été extirpé des tripes du cheval qui jonchait le sol devant la tour. L'enfant pourrait-il être le fruit de son viol? Moi, je me pose cette question. Une créature mi-humaine, mi-démon, mi-entité étrange. Alors, ce qui est étrange, c'est que j'avais eu cette intuition que, vous savez, le docteur Houston avait eu une aventure avec cette... Quelle est cette femme avec Sa qui le docteur prêtresse. Houston... Oui, c'est Non. ça. Non, Et, non. mais je sais pas, quelque part, moi, je pensais que comme Jeanne avait été violée, on cherche à joindre Jeanne, je me retrouve projetée dans cette dimension, il y a un enfant, je sais pas, si c'est un lien avec Jeanne, ça pourrait être plutôt le sien, n'est-ce pas? Une créature. Si je Désolée, peux me Erasmus, permettre, ça doit être dur pour vous d'entendre ça. Oui, mais c'est surtout, je pense que ce rituel que nous avons fait, cette séance de spiritisme, peut-être vous a totalement échappé, Jennifer, et ces visions que vous avez eues étaient-elles véritablement en rapport avec Jeanne ou tout simplement communiquées par ces entités finalement avec lesquelles nous entretenons une certaine relation déjà depuis un certain temps. Si je puis Mais dire, c'est une vraie question. Moi, je sais que j'ai canalisé toute mon énergie pour être en lien avec Jeanne et que je me retrouve dans cet endroit avec du sable noir, la lumière rouge. Alors, on notera que le sable noir, la lumière rouge, ça n'a rien à voir avec cette lumière jaune dont parle Roger. Hein. On est carrément ailleurs. Non, Mais parce que pour la avoir, lumière jaune, c'est une boule d'énergie D'accord. Donc c'est... qui aspire tout. Trop difficile, hein. J'ai eu plusieurs réveils en sursaut comme ça et je me suis dit, mais pourquoi les lieux que j'ai visités sont-ils en ruine? La question, c'est qui les a construits? Pourquoi ont-ils été abandonnés? Où sommes-nous? Et quand sommes-nous, finalement, une fois qu'on est là-bas? C'est ça, c'est une vraie question, n'est-ce pas? Ça vous turlupine pas? Moi, ça m'empêche de dormir. Hein. Et
La symbolique de la tour au tarot, c'est la maison Dieu. Moi, je tire le tarot, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'effondrement de civilisations anciennes pour l'avènement d'un nouveau jour, d'une nouvelle civilisation. Donc, on est en effet certainement à l'aube de quelque chose de nouveau et de quelque chose de pas forcément sympathique, vous l'avez dit. Hein. Après, pourquoi une tour au milieu d'un charnier? Qui ces cadavres de chevaux sont-ils censés nourrir, repaître? La mort d'un cheval, tellement c'est un serviteur de l'humain, et qui était un grand serviteur de l'humain si ce n'est le Christ? Donc la mort des chevaux peut être associée à la mort du Christ. Donc une fois de plus, à la fin d'un culte qui est prédominant sur notre planète et qui serait complètement renversé, bouleversé par le nouvel ordre, la nouvelle ère qui arrive. Le cheval, c'est aussi un symbole de guerre. Donc la mort des chevaux, c'est la destruction. Oui, c'est ça. Nous sommes vraiment. Je commence à être vraiment très très tourmentée parce que je me dis que nous allons vivre quelque chose de terrible et qu'il faut que nous nous pressions et que nous trouvions le fin mot de cette histoire. Ça ne vous terrifie pas, ça ne vous réveille pas la nuit. Moi, ça me revient là comme ça d'un coup. Hein. Si j'étais un bon chrétien, j'envisagerais vraiment cette affaire comme ce qui peut être décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. Nous avons affaire, si vous parlez, Jennifer, tu parles, oui, tu évoques cette entité du mal. Un bon chrétien, je dirais que ce Nyarlathotep est Satan. Cet enfant, ce qui me dit, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que Jeanne a été l'objet d'un rituel et que s'ils ont récupéré son corps, c'est qu'ils avaient peut-être quelque chose à faire avec. Et cet enfant qui vient au monde, cette dame qui a l'air ravie de le récupérer des entrailles d'un cheval mort, ce qui représente la destruction, cet enfant serait peut-être tout simplement, oui, vous avez raison Erasmus, un genre d'antéchrist. Eh oui, je n'avais pas envisagé cela sous cet angle, mais effectivement tout cela prend une proportion, je dirais, apocalyptique, oui. Ça fait à peu près 1h30 hein, que vous discutez là, il est 8h40. Le train a progressé, vous êtes plus du tout dans la partie où vous apercevez des petites villes industrielles, vous êtes plutôt dans des collines qui deviennent de plus en plus prononcées d'ailleurs. Le relief, c'est pas des montagnes, hein, c'est des collines, mais il y en a de plus en plus avec des forêts. Vous voyez des petites rivières qui serpentent à travers les vallées et les collines. Avec de temps en temps des jolies vues sur le paysage et plutôt des villages, des fermes. Ça ressemble vraiment plus du tout à la ville dans laquelle vous avez passé ces derniers mois et même ces dernières années depuis le Pérou. Voilà, je vous laisse continuer et vous me direz si vous voulez sortir de ce wagon ou pas. Allons boire un café, non? Vous avez raison, Perry. Moi, je me sens. Nous devons aller respirer un peu, oui. Tout cela me donne des hauts le cœur. Il faut vraiment que je me requinque. Venez, Betty, vous n'êtes pas. Ok, donc vous sortez de la cabine et vous vous dirigez vers la cabine dans laquelle il y a cette espèce de petit wagon avec un coin un peu restauration. Donc vous arrivez dans ce wagon où il y a plus de monde. Il y a un petit bar avec quelqu'un qui est derrière le bar et qui sert plutôt des cafés en fait pour tout vous dire. Du thé, des cafés, ce genre de choses. Il n'y a bien entendu pas d'alcool puisque la prohibition fait que, particulièrement dans un train, vous risquez pas de vous faire servir un moindre verre d'alcool. Mais il y a possibilité de prendre un café, il y a 2-3 choses à grignoter. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont installés à des tables un peu à droite à gauche. Très bien, moi je prends un sandwich. Hein. Est-ce que je peux avoir pris un petit flacon de schnapps même avec moi ou, Bien sûr, tu as toujours un flacon de schnapps avec toi, c'est bien connu. Moi, je vais prendre un café. Oui, voilà, moi aussi. un bon café dans lequel Un je bon verserai café. quelques gouttes de schnapps. Hein. D'accord, Quelle heure d'ailleurs est-il? 9 heures. tu vois Erasmus quand tu sors ta flasque qu'il y a un gars au bout du comptoir qui te regarde et qui sort aussi sa flasque et qui te fait un signe de tête comme ça Ah, et qui en met un peu dans son café. j'essayais d'être plutôt discret, mais je crois que c'est raté. Bah, vous savez que la prohibition est bien entendu plus ou moins respectée, mais qu'en fait elle est aussi largement contestée, hein, donc même dans les lieux publics, il peut y avoir des personnes qui prennent le risque, comme tu l'as fait. Mais les agents de la prohibition sont partout, et il y en a même qui se déguisent, hein, qui sont assez connus. À New York, il y avait 2 agents qui se déguisaient en femmes pour rentrer dans les soirées, etc., et qui arrêtaient tout le monde. À quoi ressemble cet homme?
C'est, tu te dis à le regarder qu'il ressemble à ce que tu imagines être un privé un peu hard-boiled. C'est-à-dire, il a une espèce de grand manteau en laine, un chapeau un peu borsalino, il a une tête d'ancien flic. Mais il fait pas particulièrement attention à vous, il est en train de boire son café. D'accord. C'était juste un échange de regards complices. Par contre, Jennifer, tu remarques une personne qui te regarde assez fixement, avec un sourire. C'est un jeune homme. euh, il est, comment dire, il a quelque chose de très charismatique. Voilà, il est un peu sombre. En fait, il te fait penser un peu à ce garçon que tu avais bien aimé, ce psychologue que tu as fini par larguer avec perte et fracas. Il est assez élégant. Il est un peu sombre comme ça. Il fume. Et il a dans les mains un chat. Il fume. Et dans l'autre main, il a un chat. Qui est un chat blanc, très maigre. Que vous avez jamais vu en fait. Ou alors peut-être toi, tu l'as, Erasmus, déjà vu. Parce que tu penses que c'est un chat égyptien. Ah, Il a un chat qui est très maigre avec très peu de poils. Et le chat, en fait, le mord. Le mord dans le cou, le griffe et tout. Et il a pas l'air de faire du tout attention à ça. ça alors. Et il fume sa cigarette et il te regarde. Et au bout de quelques minutes, il se lève et il vient vers toi. Et il te dit... Miss Smallwood. On se connaît. Oui, bien sûr, on se connaît, on s'est déjà croisés à la soirée, il me semble, de votre amie Victoria, quelque chose, une artiste. Ça te dit quelque chose, t'as une amie qui s'appelle Victoria. Ah, Victoria, bien sûr. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur. Monsieur Wilde. Miss Smallwood, je suis très heureux de vous voir. Je crois même que le hasard fait bien les choses. Est-ce que vous accepteriez de boire un café avec moi? Il te fait signe vers une banquette où il y a plus ou moins 2 places pour s'installer. Avec plaisir. Est-ce que cela vous dérange si mes amis se joignent à nous? Je ne sais que c'est pas le summum du romantisme, de toute façon, ceci n'est pas un rendez-vous galant. Mais nous étions justement venus pour être ensemble. Mais écoutez, nous n'allons pas quitter le wagon. C'est juste que je pense que ce que j'ai à vous dire vous concerne, il concerne sans doute pas vos amis. C'est de l'ordre de la confidence alors. Oui, Bon, oui, voilà, écoutez, c'est cela. Monsieur Vous Wilde. savez. Les amis, je vous abandonne. Je vais aller prendre un café avec ce délicieux Monsieur Wilde. Alors, il t'amène pas Merci. très loin, hein, dans le même wagon que là où vous êtes. En fait, depuis là où vous êtes, vous les voyez, hein. Ils sont Ah, juste ça quitte derrière. pas. Ils sont juste derrière. C'est juste que du coup, les entendez pas. Ils sont assis autour d'une petite table. Il y a une espèce de strapontin avec des toutes petites tables. Et tu vois qu'il a le chat et tu te rends compte effectivement que le chat passe son temps à le griffer. Il pose le chat sur la table, qui s'assoit et qui te regarde. Le chat? Ouais, il a des grands yeux bleus, complètement délavés, il te regarde. Et tu vois qu'en fait, sous le bras qui portait le chat, il a un livre qui était qui est un gros livre en cuir, une espèce de qui pose sur la table. Et il dit, Miss Smallwood, est-ce que vous croyez au hasard? Quelque peu, oui. Oui, vraiment? Moi, je n'y crois pas. Je pense que Étrange. notre rencontre n'est pas un hasard, vous voyez? Parce que c'est justement vous que je voulais voir dans ce train. Ça alors, vous Eh m'en oui. direz tant. Et oui, je pense que... comment dire? euh, votre père, Lord Mon Vernon, père, oui, Lord Vernon, bien sûr. Lord Vernon Smallwood, votre père, vous voyez, je l'ai connu, je l'ai bien connu même, et je pense vraiment que s'il voyait sa fille aujourd'hui, il serait d'une fierté incroyable. Ah bon, c'est flatteur. Pourquoi pensez-vous cela, Eh Monsieur bien, Wilde? parce que Miss Smallwood, comment vous dire?
Alors ça va vous paraître très confus, mais disons que j'ai un sens pour ces choses-là et que c'est un peu mon travail, vous voyez. En fait, mon travail, c'est de vérifier et d'aider les grandes familles qui vivent aujourd'hui à accomplir leur destin. Et vous, Miss Smallwood, vous avez un destin incroyable. Et ce Mais qu'en destin, savez-vous? euh, disons que mes associés et moi-même avons développé une certaine capacité à anticiper, si vous voulez, les événements de notre société. D'ailleurs, ce livre, là, il regarde la couverture du livre, et si tu veux, tu peux apercevoir le titre du livre. Oui, je veux, bien sûr. C'était l'une de mes questions. Tu vois qu'il y a écrit Histoire des familles de l'Empire d'Amérique. Histoire des familles de l'Empire d'Amérique. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Wilde, si vous avez connu mon père, que nous sommes anglais. Absolument, Miss Smallwood. Je connais très bien votre père. Je connais sa lignée. Je sais que votre famille descend directement de Lord. Excusez-moi, je vais vérifier. Il feuillette le livre et tu aperçois vite fait qu'il y a parmi les pages du livre des symboles héraldiques un peu partout. Et il arrive à un endroit où il y a un symbole et là tu écarquilles les yeux parce que tu reconnais en fait le symbole qu'il y a dans le manoir de tes parents depuis des années. Quand tu étais petite fille, tu avais vu gravé au-dessus de la cheminée un symbole, et pour toi c'était le passé, etc. Mais c'est visiblement c'est ce symbole qui est là. Et il fait oui, Richard V, c'est ça. Miss Smallwood, d'ailleurs, votre famille, vous voyez, a suivi une voie exemplaire. Votre père, Lord Vernon, n'est-ce pas, a été élu à la Chambre des Lords. Il était au Parlement anglais. Il est, d'ailleurs, peut-être que je vous l'apprends, il était un membre honorable de la Society for Psychical Research, la SPR, qui d'ailleurs s'occupait des affaires occultes en Angleterre. Il était d'ailleurs dans le Ghost Club, effectivement aussi, je crois, qui est un club très privé. J'imagine que je ne vous apprends rien. Je ne suis pas étonnée, en effet, Monsieur Wilde. Mais rassurez-moi, juste une petite question en passant. Vous êtes bien jeune pour avoir connu mon père. Comment l'avez-vous rencontré exactement? Écoutez, pour mon métier, je voyage beaucoup. Je l'ai rencontré au cours d'un de mes voyages. Il est en train de te parler, puis tu vois, il feuillette et tu vois qu'il y a effectivement le symbole. Et à un moment, il ferme le livre comme ça, et juste avant qu'il ferme le livre, tu as eu l'impression que en fait, les lignes qui étaient sur son livre bougeaient, qu'il y avait comme une espèce de, par exemple, de ligne qui partait du symbole de ta famille, comme si le livre s'écrivait en fait, en même temps qu'il te parlait. Il ferme le livre et te dit: donc oui, je suis jeune, écoutez, peut-être moins que j'en ai l'air. En tout cas, j'ai connu votre père, c'était un homme charmant et venons-en au fait. Comme je vous le disais, il n'y a pas de hasard. Si je suis dans ce train, Vous m'avez suivi? D'une certaine manière, on peut dire ça, oui, Miss Smallwood, et je me suis vraiment désolé pour ce stratagème un peu indélicat, mais il fallait que je vous avertisse de quelque chose. Ah oui, dites-moi tout. Disons que les personnes que je représente n'ont absolument pas envie que votre brillante destinée soit interrompue pour une raison ou pour une autre. Et je voulais vous avertir qu'un danger important rôde et qu'il sera fondamental pour vous si vous voulez accomplir ce que vous devez accomplir. Là, il ouvre la page et tu vois que la page que tu avais vue est plus écrite et
tu arrives à apercevoir un mot qui a un nom. Et il y a écrit dessus Kennedy. Si ce destin doit s'accomplir, il faudra, par tous les moyens, que vous préserviez votre intégrité physique et mentale, Miss Smallwood. C'est très important pour nous autres. Et pour bien plus que vous ne puissiez l'imaginer. J'avoue ne pas comprendre, Monsieur Wilde. Je vois ce nom Kennedy et vous me parlez de mon intégrité physique et morale. Quel est le lien entre Kennedy et moi? Oh, cela, ce n'est qu'un nom, vous savez. Mon livre possède bien des noms. Mais disons que je ne vais pas plus vous déranger. Je sens que vos amis épient notre conversation et je le comprends. Faites attention aux gens qui vous entourent, Miss Smallwood. Et sachez que nous sommes nombreux à compter sur vous pour réaliser les grandes choses qui vous attendent. Monsieur Wilde, je suis dans une parfaite confusion. Je viens de comprendre que vous m'avez suivi pour me dire de préserver mon intégrité physique et morale. C'est tout ce que je retiens de notre conversation. Vous m'apprenez que vous avez parfaitement connu mon père, que vous êtes impliqué par le destin des grandes familles américaines. Oh, moi, je suis anglaise, mais bon, admettons qu'aujourd'hui, je suis américaine. Mais que voulez-vous me faire comprendre? Vous avez fait tout ce voyage pour me dire de faire attention? Tu vois que le chat, qui te regardait, tourne la tête vers lui et le regarde d'un coup comme ça. Et tu vois qu'il regarde le chat. Il dit, Monsieur Wilde, je vais répondez-moi. être obligé de vous laisser malheureusement. Je Je pense n'ai que rien compris, Monsieur Wilde. je pense que le temps de notre conversation et le contenu de notre conversation est allé déjà au-delà des limites que je m'étais fixées, mais sachez, Miss Smallwood, que il ne s'agit bien entendu pas d'une menace, plutôt d'une manière très indélicate et sans doute peu affirmée de vous offrir notre aide. Mais D'une- comment me l'offrez-vous, Monsieur Wilde? C'est là où la confusion est totale. C'est-à-dire que vous me parlez d'un danger, mais je ne vois pas lequel. Vous me parlez d'une aide et je ne sais pas quelle est-elle. Il Donc, faudra, si cette aide. malheureusement, je ne puis pour différentes raisons être plus explicatif et j'en suis malheureusement vraiment très triste, mais il faudra que vous ouvriez les yeux, Miss Smallwood, sur les dangers qui vous entourent. Il faudra que vous preniez conscience des risques que vous encourez et il faudra que vous pesiez toujours le pour et le contre avant de risquer votre vie, Miss Smallwood. Ce serait une perte impossible à imaginer pour l'avenir de ce pays et aussi pour l'avenir d'un certain nombre de personnes qui s'intéressent à vous. Sur Monsieur ce, Wilde. Miss Non, Smallwood, Monsieur Wilde, je suis ne partez désolé. pas. De toute façon, le train n'est pas arrivé en gare. Vous pouvez m'accorder encore 2 minutes. Je retiens que vous avez l'air d'en savoir plus que moi sur mon destin, ce qui m'intrigue fortement. Monsieur Wilde, pour quelle société travaillez-vous? Vous ne me l'avez pas dit. Et comment puis-je vous joindre? Écoutez, je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu de faire, mais vous êtes tellement charmante. Merci, Monsieur Wilde. Tu vois qu'il prend un stylo qu'il a dans son veston et qu'il sort comme une espèce de carte de visite et il écrit quelque chose sur cette carte de visite qu'il te tend. Le chat le mord. Oh, il fait ça. Il le regarde et il te tend la carte et il te dit: je pense que je vais devoir aller Au lieu des anses? m'isoler voilà, au lieu des anses quelques instants car mon compagnon me dit clairement qu'il il a besoin d'un peu de calme. Et il te tend Si. la carte et il se lève, il te salue et il part. Excusez-moi encore, Monsieur Wilde. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Je vais vous laisser partir, bien sûr. Excusez-moi. Mais puis-je considérer que vous êtes une sorte d'ange gardien? Il te regarde, il se retourne, il fait: absolument pas, Miss Smallwood. Surtout ne faites pas ça. Comment
ça, ne faites pas ça. Est-ce que aussi je puis, puisque vous m'avez laissé vos coordonnées, je l'espère, sur la carte que vous m'avez tendue, je puis vous emprunter votre livre? Oh. Il sourit. Et il dit, elle est vraiment ravissante. Et il s'en va. Il est parti, mais par contre, tu vois sur la carte ceci. Et Attends, il passe devant vous, les trois autres qui êtes juste à côté. Faites-moi un jet de trouver objet cassé tous les trois. Oh, ça passe. Donc Betty et Perry, ils passent devant vous et vous voyez qu'il y a un endroit où il y a effectivement des toilettes. Ils rentrent à l'intérieur, c'est un tout petit espace. Il ouvre la porte, il rentre à l'intérieur et quand il passe devant vous en fait, vous percevez tous les deux une odeur. Quand il passe, que vous reconnaissez tous les deux, vous avez l'impression que ça sent un peu la camomille. La camomille. Ouais. Et il est rentré là dans les toilettes. Jennifer, quel était cet individu là? Qu'avez-vous échangé, si ce n'est pas indiscret, avec cet homme étrange? mais ce n'est pas un Erasmus, mais je serais bien incapable de vous apprendre quoi que ce soit. Il dit qu'on se connaît. Franchement, je n'ai qu'une vague impression de l'avoir rencontré. Et il dit avoir connu mon père, il est fort jeune pour l'avoir connu. Et d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir que mon père soit venu en Amérique, bon, admettons. Mais il a l'air de savoir beaucoup de choses sur ma famille. Et il est venu avec un message qui me fait, j'ai envie de dire, une belle jambe, hein, vraiment. Il dit, faites attention à vous, sinon nous déplorons votre destin extraordinaire et nous avons besoin que vous l'accomplissiez. Mais moi je sais que j'ai un destin extraordinaire et je sais aussi que je suis menacée. Qu'est-ce que vous voulez que je en fasse de cette information? Ceci dit, il était très surprenant. Il ne semblait pas souffrir les griffures de son chat. Et le livre qu'il avait entre ses mains était des plus mystérieux. J'ai eu l'impression de le voir s'écrire devant mes yeux. Vous Comment arrivez ça? à croire cela? Et pourtant, je n'ai pas abusé du schnapps comme vous, hein, Erasmus. Je n'ai mis que quelques gouttes. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cet homme est une sorte de médium, hein? J'ai essayé de le retenir, il m'a interpellé au plus haut point, mais voyez-vous... Alors, il m'a noté... il m'a donné sa carte, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a même pas de quoi le joindre dessus. Et il y a écrit Monsieur Wilde, Novem, Angelus. Nouvel ange, Novem. Oui, je crois que c'est ça qui est écrit dessus. C'est étrange, n'est-ce pas? Cela vous dit quelque chose, Erasmus? Des compétences en latin, j'imagine, Nico? 9 bien. anges en latin. 9 anges. C'est Est-ce que étrange, est-ce hein? que ça m'évoque quelque chose? C'est quand même fort étrange, hein? Pas du tout. Est-ce que je peux faire un jet en occultisme pour voir si moi il y a quelque chose qui me vient ou... Vas-y. Bien entendu, tu peux Hmm. toujours faire un jet en occultisme ou autre chose. Je peux toujours tenter ma chance. Oh non, mais c'est pas vrai. Tu... Je ne sais rien. Non, franchement, ça te dit absolument rien, quoi. D'accord. Angelus, etc., toute la symbolique autour des anges, mais 9 anges, Novem Angelus. Dommage. Bon. Enfin, les amis, voilà, une drôle de rencontre. Nous étions venus nous rafraîchir et penser à autre chose, et voilà qu'elle nous rajoutons une couche de confit de marmelade par-dessus tout cela. Et Est-ce vous que n'avez pas c'est trouvé son chat un petit peu surprenant? Mais attendez, ce personnage est issu de je ne sais quelle histoire encore surnaturelle, puisque il a l'air d'être parfaitement étrange cet homme. Mais je pense que Perry, que penses-tu? Il aurait fallu le suivre. Il aurait fallu en savoir plus sur cet homme. Qu'est-il venu Mais faire tiens- dire à Jennifer là dans ce train? Erasmus, vous avez une idée de génie. Perry, il est au petit coin, au lieu des anses. Vous vous allez voir pourriez qu'il pas n'y sera plus. Discrètement le guider quand il ressort, enfin le pister quand il ressortira pour voir juste comme ça, à l'air de rien, où il va, ce qu'il fait. Perry, allez taper à la porte pour voir s'il répond.
Dites que vous avez un besoin pressant. Allez, je vais faire ça. Je t'accompagne, je reste à 2-3 mètres derrière toi. Oui. Je Bien. toque à la porte. Pas de réponse. J'entends du bruit. Est-ce que si je mets mon oreille, j'entends un bruit ou pas? Non. Regarde, c'est la porte est accessible. Ouais, j'ai ouvert la porte. La porte s'ouvre. À l'intérieur, il y a personne. Par contre, il y a deux choses. La première, c'est l'odeur que tu avais déjà sentie. Elle est un peu plus forte, là. Et la seconde, c'est qu'il y a sur les murs de ces toilettes comme une espèce de poussière un peu noire. Oh oh. Qui De me la fait cendre. penser à quoi? Moi, ça me fait penser à ma vision. Souvenez-vous, le désert était fait de sable noir. Peut-être du charbon. Peut-être de la poussière Ouais, de du charbon. C'est pas possible. J'ai envie de parcourir tous les wagons pour essayer de retrouver cet homme, moi. Laissez tomber, Erasmus. Vous n'y croyez peut-être pas, mais moi je suis persuadée que nous avons été en contact avec une entité non humaine. Vous a-t-il dit qu'il faisait partie d'une sorte de société discrète, ou secrète même? Écoutez, il avait l'air très Stable. pressé de disparaître sans révéler quoi que ce soit. Je lui ai demandé. À l'extérieur, le paysage est toujours assez campagnard, mais vous commencez à nouveau à voir comme les premières villes un peu industrielles qui doivent être les faubourgs de Boston qui se rapprochent. Est-ce que vous voulez rester au wagon-restaurant? Vous voulez retourner à vos places, peut-être? Je sais pas. Oui, on va finir. Non? Ah oui, je pense que allons nous rasseoir et réfléchir. Je tentais que nous puissions réfléchir à quoi que ce soit sur ce étrange énergumène. Encourageant. Alors, à l'extérieur, le paysage urbain reprend le dessus. Vous voyez que vous êtes clairement en train d'arriver à Boston. Vous voyez des bâtiments, des rues pavées, des bâtiments en briques, ce qui est très caractéristique de la ville de Boston, avec beaucoup moins de hauteur, bien entendu, qu'à Manhattan. Puis vous voyez la mer aussi, pas très loin, avec les docks. C'est une ville qui a une riche histoire maritime. Et petit à petit, le train avance. Le train va s'arrêter petit à petit. Et les gens commencent à descendre du train dans la gare de Boston.